Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 24 novembre 2021, les principaux titres. Ils demandent d'être délocalisés. Les réfugiés burundais de Lusenda se sentent très menacés par des groupes armés qui ont récemment assassiné l'un de leurs dans ce camp situé à l'est de la République démocratique du Congo. Et depuis qu'elle est détenue par la documentation, le défenseur des droits de l'homme Béatrice Nyamoya n'a ni le droit de visite ni celui d'être assisté par un avocat. C'est ce que signale la CNIDH, des propos très critiqués par des juristes. Nous allons en parler tout à l'heure. Et des propriétaires des maisons démolies autour du marché de Kirundo contestent la décision, à suivre également vers la fin de ce journal. Dans un instant, le développement de cette édition. Page droits de l'homme pour commencer. Les 19 combattants du mouvement rebelle Red Tabara détenus dans la prison centrale de Mimba sont incarcérés dans des conditions inhumaines. Non seulement ils ne sont presque pas nourris, mais aussi ils croupissent dans une seule cellule et ne sont pas autorisés à mettre le nez dehors. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Les 19 combattants du mouvement rebelle Red Tabara sont arrivés dans la prison centrale de Mimba vendredi, le 19 novembre. Ils venaient d'être transférés des cachots des services de renseignement où ils étaient détenus depuis 3 mois. Selon notre source, ces combattants ont été acheminés vers un quartier surnommé Tingi Tingi où ils ont rejoint 7 autres personnes qui sont accusées d'avoir mené une attaque sur la route Bugarama Gitega en juin dernier. Ces 19 combattants, comme tous ces 7 autres personnes, sont incarcérés dans des conditions monstrueuses car non seulement ils mangent une petite poignée de haricots en 24 heures, mais aussi ils ont vu la lumière du jour pour la dernière fois le jour où ils sont arrivés à Mimba, cet endroit où ils sont détenus. D'autres détenus l'appellent quartier Tingi Tingi. Toutefois, des informations dignes de foi affirment que cet endroit s'appelait autrefois infirmerie B et on y enfermait les détenus qui avaient commis de fautes légères. C'est une maison d'environ 3 mètres sur 2 et subdivisée en 2 compartiments avec une toilette à l'intérieur, poursuit notre source. Dans cette chambrette, il y a des lits superposés. Pour ceux qu'on y détenait jadis, il y avait la possibilité d'avoir la permission d'aller se faire soigner ou d'aller faire du sport. Pourtant, selon toujours notre source, l'infirmerie B a changé d'appellation pour devenir Tingi Tingi pour les détenus depuis que la direction de Mimba a commencé à y enfermer des détenus qu'elle veut punir injustement et illégalement. Tingi Tingi est devenu la cellule de correction clandestine à l'intérieur de la prison, selon la même source. Ceux qui y sont détenus dorment à même le sol, car ils ne peuvent jamais avoir un matelas, faute de communication avec le monde extérieur. De plus, notre source fait savoir que cette cellule à l'intérieur de laquelle se trouvent ces 26 détenus est fermée avec 2 cadenas dont le seul qui a les clés est le directeur de la prison de Mimba. Pour leur donner un peu de nourriture, on glisse des assiettes sous la porte. Personne parmi ces détenus n'a le droit d'aller se faire soigner, selon toujours notre source. Nous avons cherché à comprendre la différence entre l'endroit où ces combattants du Red Tabara et les 7 autres personnes sont détenus et la cellule de correction communément appelée chambre noire. Et notre source a signalé que dans la chambre de correction, un détenu ne devrait pas y passer plus de 72 heures, conformément au règlement d'ordre intérieur de la prison, malgré qu'il est souvent bafoué. Les 26 détenus enfermés dans l'infirmerie B ou Tingi Tingi sont en détresse, affirment nos sources, qui signalent qu'ils peuvent y laisser la vie si rien n'est fait. Toujours en page des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle, affirme que Béatrice Nyamoya n'a jusqu'à présent le droit de visite. Sixte Vigny Nimuraba, le président de la dite commission, explique également que lorsque le présumé est dans les mains des agents de la police, il n'a pas non plus le droit d'être assisté par un avocat. Suivez plutôt Sixte Vigny Nimuraba, c'est le président de la CNIDH. Il répondait ce mardi aux questions de nos confrères de la radio britannique BBC.
twabimenye duhamagawe n'umuryango baratubwira ko umuntu wabo yanyuruzwe turagerageza kujya amatohoza inzego z'umutekano. Nous avons été saisis par la famille qui disait que la leur avait été enlevée. Nous avons essayé de mener des enquêtes. Des agents de sécurité nous ont dit qu'elle n'a pas été enlevée, mais qu'elle a plutôt été arrêtée pour des raisons d'enquête. Ils nous ont également dit que les personnes qui l'ont arrêtée ont indiqué le lieu de son incarcération à ses proches, qui s'étaient rendus à l'aéroport pour l'accueillir. Les agents de sécurité nous ont aussi fait savoir qu'elle a été arrêtée au grand jour et que sa famille a vu le véhicule à bord duquel elle a été embarquée. Cependant, ce n'est pas notre habitude de nous ingérer dans des enquêtes. Nous attendons pour voir si la personne comparée devant le parquet ou bien si elle va être relaxée. C'est la procédure applicable à tout le monde. Je n'étais pas là, mais ils lui ont dit qu'elle est sujette d'une enquête et les agents de sécurité savent de quoi elle est accusée. Nous avons demandé les raisons de sa détention, mais je crois que le mieux serait que je ne révèle pas cela aux médias. Nous avons dit ça aux membres de la famille. Même aujourd'hui, nous étions avec eux et nous leur avons expliqué l'objectif de cette enquête. La procédure pénale veut que le présumé n'ait le droit d'être en contact avec qui que ce soit pour éviter que ces personnes lui disent quoi dire et que les enquêtes ne changent de tournure. Un présumé a droit à un avocat lorsqu'il comparaît devant le parquet. Pour le moment, les agents de sécurité sont encore en train de collecter des chefs d'accusation à charge ou à décharge. S'ils trouvent que ces accusations sont fondées, ils vont l'envoyer devant le parquet car, comme vous le savez, la police n'est pas chargée de rendre justice. charge ou à décharge babonye ko bafise imvo zumvikana baheze bamushikirize parike kuko urazi ko inzego z'umutekano zitajejwe ivyo guca imanza. Ces propos du président de la CNIDH manquent d'objectivité sur le plan du droit pénal et manquent aussi de pertinence politique. C'est en substance la réaction de maître Gustave Niyonzima qui explique qu'il n'y a pas eu d'instruction à décharge pour Béatrice Nyamoya et que son droit à un avocat lui a été refusé. Suivez plutôt maître Gustave Niyonzima, un juriste burundais. Les officiers de police judiciaire du service national de renseignement qui ont embarqué Manu Militari, Madame Béatrice Nyamoya, défenseuse des droits humains, n'ont pas fait le devoir d'informer à l'accusé de ses droits de garder le silence à l'absence de son avocat de son choix ou d'avoir un autre avocat commis d'office si elle n'a pas les moyens. Tout ceci transgresse les articles 10, alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale. Le président de la CNDH argue sempiternellement qu'il y a eu instruction à charge et à décharge. Mais loué sans chose, il n'y a jamais eu d'instruction à décharge, car même Madame Béatrice Nyamoya, qui est actuellement sous interrogatoire musclé, a été embarquée sans qu'il y ait mandat judiciaire. Ici, je veux dire la convocation lui adressée par un officier de police judiciaire, et sans qu'il y ait également des preuves tangibles à son égard. Tout ceci transgresse successivement les articles 14 et 230 du Code de procédure pénale qui prive le principe cardinal de toute enquête et instruction veut que les du ministère public ou l'oreille du ministère public qui sont les OPJ instruisent à décharge et à charge conformément à l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Mais rien n'a été fait à l'égard de Madame Béatrice Nyamoya. Il n'y a eu que l'instruction à charge à son égard, sans qu'il y ait celle qui est à décharge. Maître Gustave Niyonzima souligne que les irrégularités notoires qui ont émaillé cette affaire plutôt politique que juridique devraient conduire à la nullité de la procédure pénale. Il demande au numéro 1 burundais d'intervenir et de procéder à la libération sans condition de Béatrice Nyamoya. En droit pénal, l'on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs et imprécis. La liberté étant la règle et la détention l'exception, comme l'exige l'article 154 du Code de procédure pénale. Mais pour Madame Béatrice Nyamoya, si la détention a été mise en avant, s'il y avait eu une instruction à décharge, ça n'aurait pas été fait de cette manière arbitraire et injuste, contraire au Code de procédure pénale et à la Constitution. Et les OPJ du Service national de renseignement également n'ont pas respecté le principe sacro-saint de la présomption d'innocence prévu par les articles 40
30 de la Constitution, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits de l'homme de l'OUA et 14 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, qu'il n'y avait pas de crainte de sa fuite à ce qu'elle ne puisse pas comparaître devant l'officier de police judiciaire ou devant le parquet. Donc ça nous montre que c'est un dossier politique que judiciaire. Il n'y avait pas d'indice sérieux de culpabilité à son égard à telle enseigne d'être incarcéré de cette manière. Alors, in fine, on peut dire que, étant donné que le dossier était maillé par beaucoup d'irrégularités notoires, il devait y avoir illico prestissimo la nullité de toute la procédure suivie et la libération de Madame Béatrice Nyamoya conformément à l'article 111 du Code de procédure pénale. C'est vraiment horrible que le président de la République sorte de son mutisme afin de défendre son statut de magistrat suprême en procédant à la libération de Béatrice Nyamoya. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais dans les titres, des activités de démolition des maisons commerciales construites anarchiquement autour du marché central de Kirundo sont en cours. Cette décision est décriée par les propriétaires de ces maisons qui se disent lésés, d'autant plus qu'aucune indemnisation n'a été prévue à l'endroit de ces commerçants qui affirment pourtant avoir obtenu ces parcelles légalement. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Dans son communiqué datant du 22 novembre dernier, l'administrateur communal de Kirundo, Viateur Harimana, a ordonné aux propriétaires des maisons commerciales situées aux alentours du marché communal de Kirundo de retirer leurs articles en délai de 3 jours avant que l'opération de démolition de ces maisons soit exécutée ce 25 novembre. Pour motif, Viateur Harimana expliquait que ces maisons ont été construites dans des espaces verts et devraient donc être détruites car les propriétaires ne l'ont pas fait malgré les avertissements. La réaction de ces commerçants au communiqué de l'administrateur n'a pas tardé. Ils ont écrit une lettre au ministère de l'Intérieur ce 22 novembre également pour solliciter l'arrêt de la mise en application de cette mesure et ont donné une copie pour information au gouverneur et au président du conseil communal. Dans leur correspondance, ces commerçants ont expliqué qu'ils ont acheté ces propriétés à l'État après la construction du marché communal de Kirundo. À cette époque, toute personne qui souhaitait acheter une parcelle aux alentours du marché avait été invité à venir le faire. Ces commerçants expliquent toujours qu'ils ont déposé l'argent de l'achat de ces parcelles au compte bancaire de l'État se trouvant à la BRB. Un dépôt qui leur a d'ailleurs permis d'obtenir plus tard des titres de propriété délivrés par les services de l'urbanisme après paiement à son compte bancaire qui était ouvert à l'Interbanque. Cette version des faits est corroborée par certains membres du conseil communal de Kirundo qui se sont entretenus avec la RPA. Ces derniers ajoutent que, mis à part que ces démolitions vont enfreindre à la loi car aucune indemnisation n'est jusqu'à présent prévue, la commune en soi va perdre des sommes colossales compte tenu des impôts et taxes que ces maisons payaient. Autre chose, selon ces conseillers communaux, ces décisions avaient été analysées au cours d'une réunion du conseil communal marquée par la présence du gouverneur en date du 25 septembre dernier et il avait été décidé de surseoir à ce programme de démolition de ces maisons, d'où ils indiquent être sidérés par le fait que l'administrateur ait décidé à lui seul de la mettre en application. Ils demandent eux aussi au ministère de l'Intérieur d'agir dans les brefs délais pour exiger l'arrêt de la mise en application de cette mesure. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre le ministère de l'Intérieur, Gervais de la Kouroucha, pour de plus amples éclaircissements. C'est un offre de soulagement pour les habitants de la zone Nyakabiga depuis que ce quartier est doté d'un éclairage public. L'initiative a été faite par les natifs de ce quartier résidant actuellement à l'étranger. C'est après que les habitants de la place aient longtemps alerté sur la criminalité qui devenait de plus en plus grandissante pendant la nuit sans que le gouvernement ne réagisse. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Ici, un des habitants de la zone Nyakabiga exprime sa joie de pouvoir aujourd'hui se mouvoir sans s'inquiéter de rien grâce à l'éclairage public. En effet, toutes les avenues de cette zone sont éclairées depuis un certain temps. En fait, que les habitants de la place doivent en grande partie à leurs frères de la diaspora.
La zone Nyakabiga est vraiment éclairée actuellement et c'est beau à voir. Nous devons tout ça aux natifs de notre zone se trouvant à l'étranger et ceux qui sont au Burundi. Toutes les avenues sont éclairées. Avant, il se commettait beaucoup de crimes ici, dont les viols, surtout à l'avenue dite de l'UNESCO. Mais aujourd'hui, c'est calme grâce à cet éclairage. L'avenue de la République séparant le quartier Nyakabiga 2 et 3 actuellement sont également éclairées, de même que la 13e avenue du quartier Nyakabiga 2. La 17e avenue du quartier Nyakabiga 1 a lui aussi été éclairée. Selon toujours ces habitants, ces installations électriques ont beaucoup contribué à la diminution de la criminalité, ce qui pour eux est un grand pas vers le développement. Vraiment, l'avantage est qu'actuellement, il n'y a plus de vols qui se font la nuit, surtout les vols dans les ménages. De plus, maintenant nous pouvons circuler librement et nous balader à n'importe quelle heure, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Nous sommes vraiment reconnaissants et tout cela ne fait que développer la zone Nyakabiga. Ça fait vraiment chaud au cœur. Nos sources de la zone Nyakabiga indiquent qu'à côté de cela, une contribution mensuelle et volontaire de 1000 francs burundais par ménage a été mise en place pour pouvoir payer cette électricité. Rappelons que cette initiative vient après que le gouvernement s'est révélé incapable de pourvoir aux doléances de ces sujets, notamment en matière d'éclairage public, qui est pourtant à l'origine de la perturbation de la sécurité dans la plupart des communes de la mairie de Bujumbura. Pour clore cette édition, rendons-nous en République démocratique du Congo, où les réfugiés burundais de Lusenda demandent au gouvernement congolais et à la communauté internationale de les délocaliser pour échapper aux groupes armés qui jurent de les exterminer. Il rappelle que les combattants Maï-Maï ont récemment assassiné un réfugié et qu'ils ont élaboré une liste des réfugiés à éliminer. Le point avec Onésime Dushimagidze. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo révèlent l'existence d'une liste de réfugiés à éliminer élaborée par les combattants Maï-Maï de la communauté de Babembe. Ces combattants accusent les réfugiés burundais d'avoir les coutumes et le caractère de Banyamulenge et auraient de bonnes relations avec eux. Ils ne digèrent pas leur présence dans cette localité et veulent qu'ils partent immédiatement pour éviter qu'ils puissent s'y installer définitivement à l'instar de Banyamulenge, témoigne ce réfugié. Il faut savoir que les Banyamulenge se sont installés dans cette région petit à petit car ils étaient venus à la recherche du pâturage de leurs troupeaux. Ils affirment que ces Banyamulenge ont eu la nationalité congolaise sous le régime de Mobutu et de préciser que certains réfugiés burundais ont la culture et les coutumes des Banyamulenge. Ils ne veulent pas entendre parler de Tutsi dans cette région, même les Hutus qui ressemblent aux Tutsi ou qui élèvent des vaches tout simplement sont sur la liste des personnes à éliminer. Ces réfugiés burundais seraient aussi victimes de leurs avoirs. Dans la mentalité de la communauté de Babembe, un réfugié ne peut en aucun cas être riche plus qu'un indigène. Ils disent que nous sommes venus main vide et que nous rentrerons aussi main vide. Ils précisent que tous les biens que nous avons obtenus grâce à nos efforts, nous les laisserons ici. On ne va rien emporter. Ils le disent publiquement. C'est leur principe. Lorsqu'on te soupçonne que tu as plus d'1 million de francs congolais, qui est la cible d'attaque, ils veulent nous chasser de cette localité pour laisser la place aux indigènes afin de bien combattre leurs ennemis, Banyamulenge. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda demandent au gouvernement congolais et aux Nations Unies de les délocaliser pour échapper aux groupes armés qui jurent de les exterminer. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le porte-parole du gouvernement congolais, ainsi que le représentant du HCR en République démocratique du Congo. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 24 novembre 2021. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.